Eh bah c'est mort Philibert, t'es normal? Mais comment ça? Bah en dehors d'un trou dans le cerveau, ce qui est normal avec la génération TikTok, bah y a rien qui cloche chez toi, t'as pas d'alter, rien que dalle. Mais j'ai pas de petits doigts, ça compte non? Dis-moi Philibert, t'aimes bien les souris? My Hero Academia, le roller coaster émotionnel le plus ouf de ces dernières années niveau animé. Entre une première saison totalement banger, plusieurs creux et arc-filer franchement mid, et un final qui est en train de tout péter tellement il est stylé, les fans de la licence en ont bavé. Mais on les voyait là quand même dans l'ombre d'internet, avoir leurs discussions, à savoir qui était le plus fort, ou comme Mizuku Midoriya, le nerd du coin qui avait aucun pouvoir à son nom au début de la série, quel était l'alter le plus puissant. Et bah c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah c'est bon, on n'est pas là pour alimenter les concours de top d'internet, c'est bon, on va laisser ça pour un autre jour. Par contre, il y a un truc qui m'a toujours intéressé dans My Hero Academia, c'est cette scène du premier épisode de l'animé où on voit le docteur Ujiko qui parle du fait que le gamin va finir dans une minorité parce que il a un orteil différent des autres. Parce que oui, on rappelle que Izuku de base, il fait partie de la minorité de 20% d'humains qui n'ont pas d'alter. Je sais qu'il y a aussi des théories qui disent comme quoi ah oui, mais il en avait un d'alter. Mais on va clore le sujet avant même de l'ouvrir, on n'est pas là pour ça. Suite à ça, il va y avoir une longue exposition sur les circonstances du monde, à savoir qu'au début, il y avait un bébé qui brillait et que les alters étaient considérés comme des anomalies puisque minoritaires. Et puis par magie, entendez par là plutôt la sélection génétique et potentiellement naturelle, les alters se sont de plus en plus développés dans le pourcentage de population en ayant inversé totalement la tendance, relayant les humains classiques au rang de losers de la société et mecs chelous. C'est comme si les mecs avaient vraiment choisi de pouvoir faire grandir leurs doigts à volonté ou non. Non parce que bon, dans un monde où tu peux littéralement modifier les lois de la physique en parlant, c'est un peu de la merde comme pouvoir, mais il devrait pas trop faire le show. À la rigueur, s'il veut, il peut prendre la place de la foudroyeuse de naine, hein. Mais c'est tout. Paye ton plan de carrière. T'es un peu tendu là non? Philibert, je tourne au café depuis une semaine, je suis en stream 16h sur 24, tous les jours sur Twitch, avec en moyenne une vidéo longue par jour à écrire ou à record. Alors oui, je suis tendu. D'ailleurs, le temps que la vidéo sorte, on va sûrement arriver sur le sub-bâton de lancement, c'est-à-dire que je lance un stream et tant qu'il y a des subs, je stream. Alors oui, ça peut durer très longtemps, et en plus, il y a plein de sub-goals qu'on a mis en place durant les derniers lives. Bref, la scène du doc. Pour la faire courte, parce que je me suis toujours demandé comment est-ce que c'était arrivé d'un point de vue génétique. On a un couple lambda qui va pondre un bébé veilleuse, et de ce même bébé veilleuse va découler des milliards de possibilités de super pouvoirs. J'ai essayé de faire un schéma pour qu'on comprenne mieux, mais même si le bébé veilleuse tapait littéralement 1 milliard de grossesses à terme, ce qui est presque aussi énorme que le nombre d'ex de mon ex, ça suffirait pas et ça changerait pas le problème de base qui est que tous ces gosses, génétiquement ils sont frères et sœurs, du coup il y a un truc qui coince. Et le truc qui coince en question, c'est que si c'était le cas, le manga s'appellerait pas My Hero Academia mais un petit truc en plus animé version. Donc on va plutôt chercher comment chronologiquement et canoniquement, les alters sont arrivés. Et après avoir fouillé un peu partout, il s'avère que, il y a pas de réponse. Enfin si, c'est pas qu'il y a pas de réponse, c'est pas qu'il y a pas de piste, au contraire, hein, c'est juste qu'il y en a tellement qu'il faut toutes les analyser. Mais avant ça, on va d'abord faire un rapide check-up de tout ce qu'on sait sur les alters. Déjà, on va mettre le bébé qui brille en dehors de l'équation, parce qu'il y a plusieurs informations à prendre en compte. Les jumeaux Shigaraki, donc All for One et le premier One for All, vont naître d'une meuf qui a des excroissances osseuses qui sortent du bout de son bras gauche. Les deux enfants ont leur alter à la naissance, sauf que, techniquement, les jumeaux sont nés 1 an avant le bébé qui brille en Chine, donc le bébé veilleuse est un symptôme et pas la cause des alters. Ce qui met en lumière un point aussi très important sur l'origine des alters, ils existaient avant le bébé et avant One for All et All for One. Parce que la daronne Shigaraki a pas vu pousser des cornes sur son bras du jour au lendemain, hein. Tout laisse à penser que c'est un trait génétique qu'elle avait depuis la naissance. On peut donc imaginer que la plupart des alters de l'époque étaient bien plus invisibles qu'à l'époque de Deku, ou alors qu'ils étaient perçus comme des défauts génétiques, un peu comme la trisomie dans notre monde. Ouais, le petit truc en plus il l'a, mais c'est tout quoi. Et le manga, comme l'animé, va confirmer ces informations, un peu en loose day, certes, en disant frame 1 dans l'animé que un jour, en Chine, on a vu un bébé qui brille et que c'était le premier cas public des alters. Pas que c'était le premier cas tout court. On sait aussi, grâce à l'histoire des Todoroki par exemple, que les alters sont héréditaires, transmissibles d'un parent à son gosse, ou même qu'il est possible que le gène saute une génération. Ce qui va donner des parents avec un alter qui vont faire un enfant sans alter, mais cet enfant sans alter pourrait produire un enfant avec un alter comme par magie. Ce qui indique que le gène responsable des super pouvoirs dans My Hero Academia est une allèle récessif. Mais c'est quoi? Récessif, alors ça veut dire grosso modo qu'il se fait bouffer par le reste s'il est pas tout seul dans la barque. Et enfin, dernier point de la checklist, assez important, les pourcentages de personnes avec et sans alter se sont inversés en l'espace de seulement quelques générations, c'est-à-dire plus ou moins 5, parce qu'une génération c'est 25 ans et que All for One, il a minimum 120 balais. On est passé de 20% pour la première génération à 80% pour la génération 5, ce qui veut dire qu'il y a 2 scénarios qui se sont probablement
probablement passé. Premièrement, les haltères se sont éveillés tardivement dans la population, forçant une réévaluation des populations anciennes qui étaient perçues comme non mutées mais qui en fait l'étaient vraiment. Deuxième solution, il y a eu un génocide de personnes sans haltères. Et la réponse qu'on va avoir dans le manga, c'est que c'est un peu un mélange des deux. Il y a eu un affrontement entre les personnes avec et sans haltères, dirigé par All for One pour, je cite, lutter contre la discrimination envers la minorité avec des haltères. Et il y a aussi eu des magouilles de All for One qui a filé des haltères à littéralement tout le monde pour le fun, mais surtout pour avoir une ou deux faveurs à récupérer plus tard. Sauf que ces pistes, elles sont pas suffisantes pour comprendre comment on est passé de 20 à 80% en moins de 200 ans. Il faut absolument qu'il y ait un facteur de transmission fiable et efficace pour transmettre le gène des haltères, ou du moins son activateur, puisque, comme on l'a dit juste avant, l'allèle des haltères est déjà présente dans l'organisme des gens dans le monde de My Hero Academia avant même l'arrivée de All for One ou du bébé veilleuse. Du coup, je me suis penché sur la question, qu'est-ce qui aurait pu activer un gène dormant? Et là encore, il y a des possibilités à n'en plus finir. Déjà, il y a la déméthylation de l'ADN, c'est-à-dire la disparition de certains groupes chimiques dans notre organisme, en l'occurrence des groupes méthyl, qui sont des espèces d'étiquettes chimiques dans notre ADN. Pour réussir à supprimer ces étiquettes, là, il y a plusieurs choix. Soit un stress intense, une exposition à certains produits chimiques, le vieillissement naturel d'un individu, mais aussi une infection virale et le dérèglement hormonal. Et cette hypothèse, c'est la plus prometteuse qu'on puisse avoir pour expliquer le mécanisme des haltères. Parce que oui, en vieillissant, certains enfants, jusqu'à l'âge de 4 ans, peuvent encore gagner la loterie génétique et voir leur haltère s'activer d'eux-mêmes. Le stress aussi peut provoquer un phénomène d'éveil, comme on a pu le voir avec Himiko, qui peut littéralement copier les haltères des personnes qu'elle a pu imiter suite à un pétage de câble total en apprenant la mort de Twice, ou encore Shigaraki qui a step up après un énième traumatisme en pouvant détruire tout ce qui se trouve autour de lui dans un certain rayon sans avoir à les toucher. J'en passe et des meilleurs. Genre Bakugo? Genre Bakugo, ouais aussi, qui est passé à deux doigts de la mort. C'est vrai que c'est plutôt ok comme forme de stress extrême, j'avoue. L'hypothèse de la déméthylation de l'ADN est pas mal, elle est même plutôt très concluante, d'autant que, comme dit dans la liste possible des causes, il y a une infection virale. Et ça tombe super bien parce que depuis le début de My Hero Academia, les gens qui se sont penchés sur la question vont souvent revenir sur la même conclusion, qui est que pour infecter autant de personnes de manière aussi durable, on est face à un cas de rétrovirus endogène. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'on a des exemples dans notre monde que l'hypothèse est pas totalement déconnante. Genre le gène 5-cytine qui est responsable de la formation du placentin chez la femme par exemple, et qui est issu d'un virus rétroactivé chez nos ancêtres. Alors oui, c'est moins classe que de briller dans le noir, devenir invisible, contrôler la température, mais dites-vous que sans cette mutation, on n'aurait pas du tout le même moyen de reproduction. Et le 10 septembre 2024, il y a un papier scientifique qui va sortir. Il est français, cocorico, il est écrit par plusieurs équipes dont l'université et l'institut de recherche en infectiologie de Montpellier, le CHU de Martinique ou encore le département des sciences biologiques à Montréal. Le titre est super long, mais grosso modo, on peut le résumer à comment une maladie peut activer ton génome. Pour résumer, dans l'étude, il est dit que les rétrovirus endogènes humains, les ERV, sont des séquences virales intégrées dans le génome humain. Ils constituent 8% de ce dernier, et tout ça, ça vient de l'époque de nos ancêtres. En temps normal, les ERV sont silencieux parce qu'il y a des mécanismes épigéniques, comme la méthylation de l'ADN qu'on a évoqué juste avant, qui rentrent en jeu et qui justement vont les empêcher de s'exprimer de manière active. Ils vont prendre par exemple la leucémie et les chercheurs vont voir alors une réactivation de certains ERV chez les patients leucémiques, à contrario des porteurs asymptomatiques. Ce qui veut dire que l'expression des gènes ENV des divers rétrovirus est de nouveau exprimée de manière significative. L'article va aussi nous montrer que les gènes endormis peuvent se réveiller via un facteur de transcription. En l'occurrence, dans l'étude, c'est le facteur FRA2 qui va activer le rétrovirus via la liaison qu'il a avec leur promoteur. Et pour en revenir à My Hero Academia, parce que ça commence à faire beaucoup de mots compliqués et que c'est un petit peu chiant, on va dire que effectivement il y a eu un facteur de déclenchement, très probablement naturel, global, qui a pu permettre d'activer les haltères dormants de la population, et étant donné qu'il s'agit d'une mutation active, bien qu'invisible de prime abord, les adultes de l'époque ont totalement pu continuer leur vie pépouze, ont fait des gosses, et c'est à ce moment-là, même s'ils paraissent normaux ou asymptomatiques, si on veut rester dans le cadre médical, qu'ils ont transmis le gène des haltères, qui était cette fois-ci activé, à la génération suivante, qui va alors avoir un taux de reproduction supérieur aux individus sans haltères actifs, qu'on a calculé après un calcul rapide. C'est faux, c'était pas rapide du tout, mais on va faire comme si. OPT est la proportion d'humains avec un haltère de la génération T, et S est le coefficient de sélection. Et ça nous donne une magnifique courbe en S. Ça va, c'était facile. Le point de départ, la génération 0 des porteurs d'haltères, et comme on l'a dit à la base, à la hauteur de 20% de la population mondiale, ce qui correspondrait à genre 1,6 milliard de boucs dans notre monde. Parce que on est 8,2 milliards aujourd'hui sur Terre. Voilà, on le rappelle, ça fait beaucoup de gens, et c'est pas fini. La génération 1 va monter à 30,33%, ce qui correspond là à 2,5 milliards de boucs avec des haltères à la louche. On est plus à quelques millions près à ce stade-là, hein. La génération 2 passe à 43,11% pour 3,5 milliards d'individus. La génération 3 va passer la moitié avec 56,89%, soit 4,6 milliards de boucs. La génération 4 va nous faire passer à 69,67% de la population, ou 5,7 milliards d'haltères. Et la génération 5, celle qu'on a regardée dans la série, celle d'Izuku Midoriya et toute sa clique, est à 80%.
1% de personnes avec des haltères, soit 6,5 milliards d'humains avec une activation de leur gène haltère. Pour la faire courte, ça veut dire qu'en 120 piges, on a eu un plus 300% pour des personnes avec des haltères, donc un génome modifié, ce qui veut dire qu'il y a une capacité de reproduction vraiment supérieure à la moyenne sans haltères. 1,74 fois plus de baise en moyenne chez les bougs avec des haltères que sans. Et en même temps, je peux comprendre, t'as forcément envie de donner toutes les chances à ton gosse, tu vas pas louper l'occasion de faire en sorte qu'il puisse pop des glaçons avec ses doigts ou faire chauffer un barbecue en frottant ses mains. Logique. Mais ça veut quand même dire, en prenant les statistiques actualisées en moyenne, que c'est 3,5 gamins par femme avec un haltère. C'est énorme. En France, on a un taux de fécondité de 1,66 et au niveau mondial, on est à 2,3. Attends mon ref, je suis curieux quand même, c'est quoi le taux de fécondité le plus haut dans le monde là? Alors, tu savais que le Japon avait 1,20 pour la fécondité? le Nigeria a 7,2. La question principale reste quand même la même. Comment le gène des haltères s'est propagé, ou du moins s'est activé comme ça pour affecter 20% de la population mondiale en une seule génération? Et on a un début de piste qui vient du plus gros racelard du manga, j'ai nommé Kai Shisaki, aussi appelé Overall. Dans le chapitre 158, littéralement à la première frame, on a une hypothèse qui est avancée. La paranormalité, les haltères quoi, serait bien une mutation totalement inconnue jusque-là qui s'est propagée très rapidement, et il y a une hypothèse qui dit que c'était un virus qui s'est propagé à travers le monde grâce à des souris. Sauf que le manga nous calme directement en disant qu'il n'y a pas vraiment de preuve de l'hypothèse. Mais en ça, dans la vraie vie, Overall il a un peu raison, parce que la propagation des maladies c'est un peu la spécialité chez les cousins de Ratatouille. Notamment une plutôt connue qui a fait pas mal de dégâts, j'ai nommé la Yersinia pestis ou la peste noire. La peste noire a ravagé le monde entre 1347 et 1351, en faisant un joli score quand même de 75 à 200 millions de victimes en seulement 4 ans. C'est titanesque et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Overall inclus apparemment, c'est pas les rats ou les souris le problème, c'est les puces qu'ils portaient à l'époque qui vont aller mordre les humains et transmettre la peste à l'homme. Alors autre information sympa aussi, il y a plusieurs types de peste avec plusieurs taux de transmission différents. Par exemple, la peste bubonique qui, une fois qu'un mec est infecté, va en moyenne infecter également 3 ou 4 autres personnes de son entourage, tandis que la peste pulmonaire, elle, va infecter jusqu'à 7 bougs avant qu'elle infectée ne clams. Alors c'est con, mais ça permet quand même de comprendre un peu mieux l'hécatombe de l'époque. Ils avaient juste aucune chance face à la machine de guerre biologique qui était la peste. Mais pas besoin non plus de dire qu'il y a eu une épidémie de peste bubonique dans le monde de My Hero Academia pour justifier l'activation d'un gène haltère. Les rats et les souris peuvent aussi transmettre des virus asymptomatiques qui se rapprochent très fortement des herves des humains, comme certains MLV par exemple, qui ont pu infecter des autres humains depuis une souris. Ce genre de rétrovirus serait le seul capable d'intégrer totalement le génome humain, et en dehors de quelques petits symptômes, type un peu de toux, j'ai froid, j'ai chaud, fin de la fièvre, le temps de l'adaptation dans l'ADN, et c'est totalement invisible, sans effet. Les gens pourraient très bien se dire que c'était juste un coup de froid passager et passer à la suite de leur vie, ne captant jamais qu'ils ont eu une modification de leur ADN qui vient de se faire et qui a totalement changé le génome humain. Maintenant, on imagine qu'il va se poser au niveau du gène dormant responsable des haltères, ce qui est une possibilité, et que par effet de déméthylation, il va modifier la régulation du digène, ce qui va activer le gène haltère qui serait alors transmissible de manière verticale, c'est-à-dire d'un parent à son enfant, ce qui permet totalement de rentrer dans le modèle des 5 générations pour la propagation des haltères. Et c'est pour ça que t'as pas d'haltères. Parce que je suis pas une souris. Non mais non, parce que t'as jamais eu ton putain de gène activé et surtout parce que t'es pas de ce monde. Allez, hop hop hop. C'est la dernière fois que tu te barres comme ça. Ta daronne m'a défoncé.